cette série de vidéos que je fais depuis une semaine sur les auteurs du purgatoire, les auteurs oubliés, finalement se révèle être une promenade assez agréable comme visiter un cimetière par une belle journée chaude du mois d'octobre, du début du mois d'octobre. Et d'errer comme ça sur des petits chemins, de voir des tombes oubliées, de voir des tombes aussi qui, elles ne sont pas oubliées, qu'on a laissé une trace, une fleur, un mot, une chandelle. Il y a quelque chose de l'ordre presque de l'exercice spirituel dans cette balade, dans les antichambres du purgatoire des auteurs oubliés. Ça rend humble, ça rend modeste. Il ne faut jamais perdre de vue, ça rend des choses essentielles. Que oui, c'est beau d'avoir des concepts, c'est beau de créer, de fabriquer des concepts, comme disait Deleuze. C'est beau d'avoir une œuvre, c'est nécessaire de faire, c'est nécessaire d'agir, mais de conserver à l'arrière-plan ben, la fragilité des choses que l'on fait, d'accepter éventuellement même leur disparition, comme disait Houry, de vivre, d'agir comme si on était pour vivre 1000 ans et d'être prêt à quitter, à faire ses bagages le jour même. Alors c'est assez, il y a quelque chose de l'ordre de, oui, je pense que j'inviterais des aspirants écrivains si j'avais à donner des cours d'atelier d'écriture ou d'atelier de lecture, il y aurait une sorte de préparation à surmonter cette épreuve quasi initiatique qui consiste à se balader dans les antichambres du purgatoire. Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors donc, je vous disais que je poursuis. Je disais l'effet que ça provoque. Ce matin, j'étais en faisant de petites recherches sur cet auteur, Jules Claretie. Il s'appelait Claretie, il est né Claretie, il a fait sauter le point, l'accent aigu. Et puis, Claretie, il a dû juger que Claretie, il y avait quelque chose de trop commun, de trop populaire. Alors, le Claretie, Jules Claretie, déjà ça sonnait Académie française. D'ailleurs, il est devenu académicien. Il a été élu académicien en 1885. Alors, c'est un peu l'ancêtre, le devancier de notre compatriote Dany Laferrière. Donc, Jules Claretie a publié une centaine de livres. Il s'est exercé à tous les genres, chroniqueur, historien, essayiste, critique d'art. Et également, il a connu la notoriété, le succès populaire avec des romans policiers. Alors, les romans policiers, ce n'est pas d'hier, hein, vous pouvez le constater, ça ne date pas d'hier qu'il connaissent énormément de succès. En fait, les livres de recettes et les romans policiers, je pense, occupent pratiquement, et les livres de développement personnel, et les livres de vedettes aussi, prennent toute la part de marché, le développement spirituel et romans policiers. Curieux, oxymoron, mais peut-être ça va ensemble. Hein? D'un côté, on essaie de grandir, et de l'autre, on s'étourdit avec des histoires de tueurs en série. Parce que tous les romans policiers n'ont que des tueurs en série comme personnage principal. Alors, il est né en 1840, il est mort en 1913. Et le petit Jacques, cette histoire que je ne l'ai pas ouvert, hein, je vais picorer au hasard selon la méthode convenue que j'ai décidé d'adopter, celle de goûteuse. Et c'est l'histoire d'un ouvrier qui se laisse accuser de meurtre et qui est condamné pour en échange, l'assassin lui a promis de payer des études à son fils. Alors, c'est une histoire terrible d'ascension sociale où un innocent accepte de prendre sur lui les fautes commises sans doute par un bourgeois. Claretie s'est illustré également dans
peinture de mœurs. Il a peint les mœurs des bourgeois et les lieux de pouvoir. Et j'ai relevé ici et là sur les réseaux, sur Google, j'ai relevé ici et là sur des agrégateurs quelques-unes de ces citations, dont celle-ci. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée de gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Alors, ceux-là, ils sont abondants, on les retrouve sur les réseaux sociaux, ils sont toujours, tout le temps en train de critiquer, mais vous ne les verrez jamais lever le petit doigt pour qui que ce soit. Vous ne les verrez jamais mettre la main à la pâte, ils se jugent toujours au-dessus de la mêlée. Alors, il a écrit également, j'ai retenu deux autres titres qui m'ont interpellé. L'homme aux mains tires. Alors, c'est l'histoire d'un type qui pense que sa fiancée est. Qui pense, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Il croit que sa fiancée veut être séduite par un. Non, pas ne veut être séduite, mais qui est l'objet de séduction de la part d'un type qui est un vampire et qui finalement il le tue là, selon le rite habituel d'un seul coup de poignard, là, planté, un coup de poignard en argent, planté dans le cœur de celui qui croit être un vampire. Alors, on est encore dans des histoires de vampires, ce qui ne date pas d'hier. Mais celui qui a attiré le plus mon attention, j'ai essayé de trouver des traces, et j'en ai trouvé deux. Vous pouvez lire le livre sur Gallica. Et vous pouvez également, il y a un livre audio que vous pouvez aller télécharger, L'Impulsion, écrit en 1912, soit un an avant la mort de Claretie. C'est l'histoire d'un type qui commet un meurtre gratuit, et ça semble être un échange entre son médecin aliéniste qu'il traite et ce tueur-là. Un meurtre gratuit, l'impulsion. Alors, pour en revenir à notre Claretie, eh bien, le Petit Jacques, donc, a été l'objet de 4 adaptations cinématographiques. La première en 1913 et la dernière en 1953. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà. Alors, c'est le 102e de la collection Nelson. Il a été vendu 15 sous. À l'intérieur, on y trouve simplement cette simple annotation, roman avec un point d'exclamation. Ça a été aussi, on reconnaît, il y a eu un propriétaire. Propriété de Jacques Perron, qui est devenu Jacques Perron, sans doute. Il n'est plus de ce monde, Jacques Perron. Est-ce qu'il est annoté? Est-ce qu'il est truffé? Est-ce qu'il a été lu? Oui, vraisemblablement. La jaquette, elle est un peu abîmée, un peu effilochée. Le dos de la jaquette est brisé. Alors, le Petit Jacques, si on regarde, je vous montre la page couverture, on y devine, on y voit en fait un ouvrier qui tient dans ses mains son gamin et derrière une somptueuse résidence, si vous regardez comme il faut, des dames qui tiennent dans leurs mains une ombrelle, ce qui est un peu étonnant à l'intérieur, mais c'est pour qu'on comprenne bien à quelle classe sociale elles appartiennent. Ou encore, c'est plutôt moi qui regarde pas. Elles sont à l'extérieur. Voilà. Une analyse erronée. Une analyse sommaire erronée. Elles sont à l'extérieur, mais on comprend bien qu'elles appartiennent à la bourgeoisie. Alors, j'aimerais bien savoir, ce qu'on y lit dans la table des matières. Le jour de l'an d'un malheureux, à Beaujon, Monsieur Mortal, c'est sans doute le bourgeois en question, un ménage parisien, l'instruction judiciaire, interrogatoire, clerc mortal, un homme fort, le prisonnier, l'homme abdique, un père, deux amis, le coupable, le petit Jacques,
La fin d'un homme fort, réveil. On va aller voir la fin d'un homme fort et réveil, à quoi ça ressemble, à la page 361. Oui, l'ouvrier en question, c'est Noël Rambert. Ouais, ben voilà, il attend, l'échafaud est dressé, il attend son exécution. Je vais vous lire un petit passage ici, et après je vais lire l'éveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Noël Rambert était éveillé déjà, et depuis 1 heure. Le grand murmure de la foule, arrivant à travers les murs de la prison, l'avait tiré d'un sommeil maladif et plein de rêves tristes. Il avait murmuré: est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Quand on était entré dans sa cellule, il avait dit: ah bon, j'avais bien deviné. Est-ce que l'échafaud est dressé? On ne répondit pas. Il répéta machinalement: l'échafaud. Et tout à coup, à cette pensée qu'il allait monter les marches de la guillotine et qu'on allait lui couper le cou, il frissonna, non de peur, mais de honte. Est-ce qu'on n'a pas envoyé un livre pour moi? Un livre? Oui, un volume de Silvio Pellico. Je voudrais le lire. On dit qu'on ne refuse rien aux condamnés à mort. Eh bien moi, je voudrais ce livre. Ceux qui étaient là le regardèrent. Ils croyaient que le pauvre diable était devenu fou. Oui, a-t-on idée de demander un livre? Depuis 3 ou 4 jours, Noël Rambert réclamait ce livre. Le poison, pensait-il. Arthès m'avait promis le poison. Mourir bien, mais pas sur l'échafaud. Le prêtre vint. Il parla d'expiation, de remords, de clémence divine. Noël répondit simplement: Monsieur l'abbé, regardez-moi et dites-moi si vous avez vu beaucoup de criminels avec ces yeux-là, calmes, je crois, et honnêtes. Le prêtre, sous ce regard fiévreux, mais pur et profond, frissonna. Il savait comment meurent les criminels repentis. Mais cette fois, il lui semblait qu'il se trouvait devant un martyr. Vous ne voulez pas vous confesser? Merci. Mais de votre crime? Ne parlons pas de ça, monsieur l'abbé. Je n'ai jamais voulu vous dire un mot de cette affaire. Je vous remercie d'avoir consenti à servir d'intermédiaire entre le docteur Arthez et moi. Soyez certain que votre absolution peut tomber sur moi sans crainte. Mon fils, le repentir. Noël l'interrompit. Je voudrais, dit-il, avoir un volume de Pellico, le traité des devoirs des hommes et mes prisons qu'on m'a promis. Il espérait peut-être le feuilleter avant la toilette, mettre le poison foudroyant sur ses lèvres. N'est-ce pas un livre qu'on vous a envoyé du dehors, dit l'aumônier? Oui. Le directeur l'a consigné au greffe. On ne pouvait vous donner que les ouvrages de la bibliothèque de la prison. Ah, ce livre a été rendu, refusé. Refusé, répéta Noël. Il eut un triste et long sourire, et tout haut, le prêtre l'entendit qui disait: allons, pas de chance. Tu iras jusqu'au bout, mon pauvre Noël. Il répéta: jusqu'au bout, là-haut. Et avec un soupir sorti des entrailles: ah, Jacques, Jacquinet, petit Jacques, aime bien ton père qui ne t'embrassera plus. Le prêtre, en l'écoutant, sentait ses yeux qui se mouillaient et des sanglots qui lui venaient, lui serrant la gorge. Pendant que le confesseur contemplait ainsi, remué jusqu'à l'âme, cet homme qui allait mourir, Pascal Arthez, comme affolé, mais appelant en lui tout son sang-froid, ramassant en quelque sorte son énergie entière, se jetait dans une voiture, sonnait à la porte du ministère de la Justice, se heurtait aux étonnements, à la mauvaise humeur, aux insolences des huissiers. Que voulait cet homme? Était-ce un fou? Parler au ministre? À cette heure, le ministre dormait. Est-ce qu'un garde des sceaux est à la disposition du premier suppliant venu qui se présente au milieu de la nuit? Mais il ne ressemblait pas aux autres cette nuit. Là-bas, on dressait un échafaud. On allait exécuter un homme, un innocent. La preuve était là, là. Arthez montrait ses papiers qu'il voulait mettre sous les yeux du chef de la justice. Oh mon Dieu, puisqu'il s'agissait de la vie d'un homme, on pouvait bien réveiller son Excellence. Réveillez, réveillez, le portier grommelait. L'huissier, éveillé en sursaut, examinait cet homme maigre et fier qui arrivait là, place Vendôme, et parlait presque en maître. Dites à qui de droit que c'est M. Pascal Arthez qui apporte la preuve de l'innocence de Noël Rambert.
Je vais voir est-ce qu'il va être exécuté. On a le droit de faire ça, hein? Attendez. Eh bien, Mortal s'est suicidé, finalement. Le vrai coupable. Eh bien, voilà. Et finalement, Rambert, Rambert réussit à survivre. Noël Rambert s'éveillait comme d'un affreux rêve. Ayant sacrifié sa vie, vendu sa chair, il se retrouvait vivant. L'échafaud était dressé à 100 pas de là. L'heure de l'exécution avait sonné et la tête du condamné tenait encore à ses épaules. Le chef de service de la sûreté, le commissaire de police présent, et le greffier avaient dressé un procès verbal du sursis ordonné par les gardes des sceaux, et le condamné avait été réintégré dans cette cellule où ne rentrent jamais ceux qui en sortent. Alors, je vous lis la dernière phrase. On conclut là-dessus pour aujourd'hui, à la 16e minute. Alors, tenez. Je vous le jure, Noël, j'en réponds cet hiver, je vous amène à Nice. Ah, Nice, comme un riche et travailler, je m'ennuie à ne rien faire. Vous travaillerez à votre retour. Et maman, demanda tout à coup la petite voix claire de l'enfant. Les deux hommes tressaillirent, échangeant un regard triste à cette question qui tombait là, terrible, dans sa douceur ignorante. Est-ce que maman viendra avec nous? Non, mon petit Jacques. Pourquoi demanda l'enfant. Parce qu'elle nous a quittés. Mais elle nous avait quittés une fois et elle est revenue. Elle reviendra encore, n'est-ce pas? Elle ne reviendra plus, mon Jacques. Mais le docteur assure que ton papa te restera. Ah, toi, toujours toi, n'est-ce pas? Monsieur Arthez, toujours, et personne ne voudra te faire de mal. Personne, dit papa, personne, personne. Et puis ajouta Noël Rambert en attirant à lui le petit être et en enfonçant ses lèvres dans ses joues qui sentaient bon, en respirant le parfum de ses cheveux blonds très doux, et en jetant ensuite au docteur Arthez un ineffable regard de reconnaissance, d'espoir et de joie, tout ce qu'on a pu me faire, tout ce qu'on pourrait me faire encore, mon bien-aimé petit Jacques, s'est effacé par un de tes sourires, va, et par un de tes baisers. Vrai, dit l'enfant. Eh bien, si tu es malheureux encore, et si l'on t'ennuie, appelle-moi, je te rembrasserai, et le chagrin s'en ira. Je te rembrasserai tout le temps, papa, toujours, toujours. Toujours, répétait Noël Rambert avec angoisse en regardant le médecin. Longtemps, répondit Pascal Arthez. Vous verrez le petit Jacques devenir un homme. Un homme. Et pendant que l'enfant maintenant courait sur la berge, poursuivant les papillons, comme plus tard il poursuivrait des rêves, Noël Rambert redisait ce mot plein d'assurance, des joies à venir, d'amour, de consolation, d'oubli. Un homme. Paris, 1870. Ah ben, c'est curieux. Une histoire d'amour, hein? Une histoire de sacrifice d'un père pour son fils. En ce 17 juin, fête des pères. Curieuse et émouvante coïncidence. Je conclus par deux petites citations que j'ai glanées de Jules Claretie. Vous aimez les livres, vous voici heureux pour la vie. Et la meilleure manière de voyager, c'est encore de lire un bon livre. Je vous remercie d'être avec nous. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre voyageur, nous rendre visite et venir visiter l'atelier de Fabienne Rock. Donc vous voyez une de ses œuvres qui est en arrière-plan. Et vous pouvez également visiter la librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Et vous pouvez nous téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également aller vous promener sur ma page Facebook. Allez, merci, bonne journée à tous.